Je suis là aujourd'hui pour vous parler de changement dans la façon de faire les choses, parce que tout le monde parle de transition, on n'arrête pas de parler de transition numérique, de transition digitale, on a l'impression que c'est des choses très conceptuelles, mais dans les faits, la transition numérique pour toutes les entreprises, que ce soit vos clients ou que ce soit vous-même, vos employeurs, concrètement, ça revient... Quoi qu'on dise, ça revient toujours à des lignes de code, à du logiciel concret, à des lignes de code qui sont écrites par des développeurs, par des gens qui sont probablement dans cette salle ou derrière leurs écrans sur la vidéo. Et pour eux, l'une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir mettre en production sans bug, avec la possibilité d'aller vite, parce que c'est ça qui joue beaucoup entre les concurrents, aller vite. Alors moi je m'appelle Bassam Assé, je suis directeur régional de GitHub pour l'Europe du Sud. Chez nous l'Europe du Sud ça part de Moscou à Brest et tout ce qui est au sud, donc vous voyez que c'est une zone très large. Mais je suis nantais, sinon par ailleurs, peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà croisé en ville. Ce que je voulais vous montrer, c'est un exemple parmi d'autres, mais un exemple d'une journée chez nous, donc c'est la journée du 29 mars, comme vous pouvez le voir, journée du 29 mars où on a mis en production 430 fois sur le site github.com. github.com qui est utilisé par quasiment 30 millions de développeurs quotidiennement, enfin en tout cas régulièrement, parfois quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure. Et donc ça ne nous empêche pas de mettre en production 430 fois. Et souvent on met en production 430 fois sans avoir fait des tests sur des environnements d'intégration, test, pré-prod, tout ce que vous connaissez déjà. Souvent on met en prod directement ce qu'on a développé, ce qu'on a testé. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu Git, on met en prod directement la feature branch avant même de la merger avec master. On peut le faire parce qu'on a l'équipement nécessaire pour le faire. On peut le faire parce que le développeur est outillé pour le faire. Il est outillé pour le faire, notamment au travers de notre meilleur salarié. Notre salarié le plus efficace, c'est le petit robot qui est à côté de l'Octocat ici, qui s'appelle Ubot. Et donc, Ubot, chez nous, c'est un robot, c'est un logiciel qui aide le développeur à aller beaucoup plus vite que ce qu'il ferait s'il devait passer par d'autres équipes, les équipes des opérations, les ops, etc. Et notamment au travers de simples scripts dans Slack qui permettent à un développeur, alors c'est pas moi en l'occurrence, là c'est un de mes collègues, par un simple script, .deploy, il dit où ça doit se déployer et ça peut se déployer directement en production. Et ensuite c'est Ubot qui fait tout le nécessaire, qui passe les tests qui sont prédéfinis, qui passe un certain nombre de tests fonctionnels et techniques avant de passer en production. Et si tout est au vert, alors la production est mise en ligne. Et si quelque chose se passe mal et que cette production, eh bien, en fait, elle nous, évidemment, ça paraît miraculeux, mais parfois, on se pose des questions. Comment on fait ? Comment on fait pour les Scrum Meetings? Comment on fait pour le Kanban? Comment on fait pour un certain nombre de méthodes d'organisation de projet que l'on a avant de se lancer et de mettre en production? Souvent, ça peut ressembler à ça. Tout ça, évidemment, avant de mettre en production. Nous, notre caractéristique, c'est qu'on a une difficulté. Et cette difficulté, c'est qu'on est un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, ce qui veut dire qu'on ne peut pas tous les matins faire notre Scrum Meeting. On ne peut pas systématiquement tous communiquer ensemble en synchrone, simplement parce que partout dans le monde, ça veut dire plusieurs fuseaux horaires, ça veut dire une communication asynchrone autant que possible. Donc on utilise beaucoup Slack pour le synchrone, mais on utilise beaucoup GitHub en tant que tel pour l'asynchrone. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, on se retrouve dans la situation de ceux qui doivent mettre en production. Mais avant de mettre en production, la question qu'on se pose, c'est pas est-ce que j'ai tout développé, mais est-ce que j'ai refactorisé autant que possible. Et donc cette citation qui vient d'Antoine de Saint-Exupéry, mais qui est citée dans le bouquin que vous connaissez peut-être, La cathédrale et le bazar, ou le bazar et la cathédrale, qui rappelle que le plus important dans le développement, et je pense que vous le savez mieux que moi, c'est plutôt ce qu'on enlève que ce qu'on rajoute. C'est-à-dire que si on continue à rajouter beaucoup de lignes de code, ça rend le code pas efficace. Si on commence à refactoriser et à enlever des lignes de code et à rendre les choses beaucoup plus efficaces, là ça devient utile et là ça devient facile à manager. Et ça nous permet, lorsque l'on met en production, s'il y a une anomalie, de pouvoir la retrouver beaucoup plus facilement et de corriger dans la foulée. Alors souvent, l'organisation des projets, ça ressemble à ça, avec des choses très compliquées, des choses de plus en plus compliquées en réalité, avec des équipes qui sont réparties partout dans le monde, avec des gens qui ne se connaissent pas nécessairement. Et puis, quand on veut mettre en production, on doit être le ninja du Git ou le ninja des opérations pour pouvoir réussir à mettre en production. Donc ça complique les choses. Ça complique les choses avec parfois des processus qui ressemblent un peu à ça. C'est peut-être un peu exagéré là, mais la plupart du temps,
Les projets sur lesquels on travaille, des applications mobiles, des sites web, n'ont pas besoin de processus aussi complexes et aussi développés. Et n'ont pas besoin d'avoir la même complexité que pour aller sur la Lune, évidemment. Sauf qu'en fait, on a tous peur des bugs. On a peur des bugs, on veut s'en débarrasser, et donc l'une des craintes qu'on a quand on passe d'un environnement à l'autre, c'est de se retrouver avec beaucoup d'anomalies, beaucoup de bugs, et comment s'en débarrasser quand il y a beaucoup de lignes de code. Eh bien, en fait, nous, ce que l'on pense, c'est que, en tout cas, c'est ce qu'on pratique nous-mêmes, c'est que l'organisation du projet peut être différente. On fait ce qu'on a à faire, on déploie, et ensuite, on assure la qualité et puis les acceptance tests et compagnie. Et naturellement, si on se met dans cette logique-là, on se met dans la logique de celui qui va appuyer sur le bouton et attendre que ça explose. Parfois, ça peut arriver. Et là, en l'occurrence, j'ai pris un exemple. C'est pas moi, mais c'est réellement sur l'environnement de production de GitHub. Mon collègue Alain, donc, qui est un de nos ingénieurs parisiens, se retrouve dans la situation d'un JavaScript qui incluait une anomalie. Et donc, en l'occurrence, il a réussi à créer une anomalie sur l'un des environnements de production de GitHub, mais ça s'est vu assez vite, puisqu'on utilise des outils comme Haystack pour nous, mais il y en a d'autres que vous utilisez certainement, et qui permettent au développeur lui-même de voir tout de suite l'anomalie là où ça se passe pour éventuellement la corriger. Il n'a pas besoin d'attendre d'avoir les retours et les feedbacks des équipes des opérations. Il le voit et il est capable de le corriger assez rapidement, et pour ça, il est aussi aidé en amont, évidemment, avant de mettre en production. Il est aidé par ça dans ces tâches-là par U-Bot qui va lui permettre de jouer un certain nombre de tests, de faire passer un certain nombre de tests, et donc d'avoir le retour d'informations directement dans son environnement, directement dans GitHub. Et donc là, en l'occurrence, vous le voyez, pour certains tests, ce sont des tests qui sont obligatoires, d'autres ne le sont pas. Et pour les tests qui sont obligatoires, évidemment, si c'est vide, si c'est rouge, bah, faut vraiment corriger l'anomalie. Si c'est rouge et que c'est pas required, alors probablement c'est pas grave, à lui de juger s'il faut y aller quand même ou pas. Et puis quand c'est vert, naturellement, il peut y aller très facilement. Évidemment, pour faire de l'intégration continue, en général, on fait l'intégration continue pour s'assurer que le code que moi je mets, le code qu'un tel rajoute, qu'un tel autre rajoute, tout ça, ça s'intègre bien. Mais nous, on fait aussi de l'intégration continue pour que le développeur puisse avoir de l'information en continu. Et cette information en continu, c'est quelque chose qui va lui permettre de pouvoir aller plus loin dans ces tests qu'il fait avant de se lancer et avant d'envoyer en production. Et pour tout ce qui concerne ces petits rajouts qui permettent d'avoir du feedback en continu, il a Jenkins, il a n'importe quel autre outil d'intégration continue. Là, en l'occurrence, l'exemple que j'ai pris, c'est du Jenkins avec quelques lignes qui permettent de faire les tests nécessaires avant de se lancer dans la mise en production. Alors, petite interlude avant d'aller plus loin, interlude un peu sur la notion de transformation digitale. Alors, ça va peut-être vous faire rire, mais en français, digital, ça se réfère au doigt, ça se réfère pas au numérique. Et nous, on préfère parler de transformation numérique, même si transformation digitale, tout de suite, ça fait beaucoup plus sérieux parce que c'est un mot américain qu'on rajoute en français, etc. Si vous croyez à ce que je vous dis, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que ça permettra aussi, en même temps que d'améliorer les outils qui permettent aux développeurs d'aller plus loin, de pouvoir utiliser un langage compréhensible par tout le monde. Un autre interlude un peu culturel dont je voulais vous parler, c'est ce livre qui est sorti en 2013. Je ne sais pas s'il y a des développeurs dans la salle, je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns, magnifique. Il y a des développeurs dans la salle, mais peut-être que vous vous rendez compte que parfois votre rôle dans le processus n'est pas nécessairement au cœur du processus. Parfois, c'est plutôt la gestion de projet qui se retrouve au cœur du processus, comme dans le processus que je vous ai montré tout à l'heure. Cette gestion de projet qui est toujours beaucoup plus importante que le développement, nous on pense que c'est une erreur, on pense que c'est plutôt le développeur et son travail qui doit être au cœur du processus, notamment parce que le développeur, et il y a quelques exemples qui sont intéressants qui sont donnés dans ce livre, là c'est le fondateur de New Relic qui a écrit ce bouquin et qui l'a publié en 2013, il explique comment les développeurs sont les nouveaux faiseurs de roi. Alors je ne sais pas si tous dans vos entreprises, chez vos employeurs, vous avez le sentiment d'être, ou dans votre équipe, d'être les nouveaux faiseurs de roi, mais dans la réalité, si la transformation numérique se termine toujours par des lignes de code produites par des développeurs, alors oui, tout repose sur vous. Et donc tout doit être mis en œuvre pour que la façon dont vous travaillez soit mise au cœur de vos processus. Que l'intégration continue soit mise en œuvre, et évidemment vous êtes de plus en plus en train d'utiliser ça au quotidien, mais que
tous les autres processus, tout l'accès aux environnements de production doit être fait pour que vous, en tant que développeur, vous puissiez avoir vos feedbacks en direct, que vous puissiez aller en production. S'il faut revenir en arrière, vous pouvez le faire assez facilement. Dans les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, lorsque Alain a mis en production une anomalie, le retour en arrière était assez simple, puisque ce qu'il a mis en production, c'était la feature branch, et que master était toujours présent pour pouvoir être mis en production très vite, dans la foulée, à partir du moment où le bug a été trouvé. Et donc, voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je suis allé un peu vite, en une dizaine de minutes, de manière à ce qu'on puisse avoir le temps d'en parler. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, et puis j'essaierai d'y répondre autant que possible. Je serai aussi présent tout à l'heure à l'extérieur. N'hésitez pas.